Bon, vous utilisez des diurétiques assez fréquemment quand le malade n'urine pas suffisamment au cours du séjour de réa? Qui les utilise? Qui peut lever la main? C'est le comité scientifique qui l'a dit, donc on est tranquille. Hein, Qui, dans la salle, utilise des diurétiques devant une insuffisance de diurèse d'un malade de réanimation? Ok, on y va. Bon alors. On va passer au topo. Alors, pourquoi une telle idée et pourquoi un tel topo? Alors, bon, c'est vrai, l'insuffisance rénale aiguë oligurique ou anurique a plus mauvais pronostic que l'insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée. C'est une histoire ancienne, on connaît ça bien. Et puis c'est vrai que l'oligurie est associée par elle-même à un mauvais pronostic, même quand il n'y a pas d'élévation de la créatinine. C'est vrai que l'oligurie expose à la surcharge volémique, qui elle-même est aussi un facteur de mauvais pronostic. Et puis à l'inverse, quand le malade se remet à pisser, au cours de différentes pathologies, on est plutôt content, quoi. Choc hémorragique, le malade repisse, reprise retardée de la diurèse, bon, ça y est, le coup est passé, insuffisance respiratoire décompensée, qui reprend sa diurèse, tiens, il se passe quelque chose, il va s'améliorer. Le malade qui pisse ses édèmes. Donc voilà, quand on est dans l'ambiance, et c'est vrai qu'on aime bien que le malade pisse, et la tentation est grande d'aller derrière cette idée. Alors, comme je le disais, l'oligurie, c'est un facteur de mauvais pronostic, même de très mauvais pronostic. Et il y a plusieurs études qui ont montré que la mortalité était directement reliée à la durée de la phase d'oligurie de notre malade, avec des critères qui sont variables, inférieurs à 0,5 ml par kilo par heure ou inférieurs à 0,3 ml par kilo et par heure. Et on voit bien que quand ça dure longtemps, c'est un facteur de très mauvais pronostic. Et d'ailleurs, les nouvelles définitions de l'insuffisance rénale aiguë, ils ont inclus ces critères de diurèse comme étant des signes d'agression rénale aiguë. Alors au début c'était 6 heures pour le premier stade, maintenant c'est entre 6 et 12 heures pour les dernières définitions de Cadigo. Enfin il y a quelque chose avec la diurèse, c'est indiscutable. Alors, la première question qu'il faut se poser quand notre malade est oligurique, c'est est-ce que c'est un phénomène adaptatif rénal ou est-ce qu'on est vraiment en phase d'une agression rénale caractérisée? Alors on est obligé de regarder un peu la physiologie, mais oh là là, c'est compliqué. Et ce qu'il faut bien comprendre sur cette diapo, et je vous recommande de lire l'article de Mathieu Legrand dans AIC très récemment sur les différents composants de la diurèse, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas que la pression de perfusion rénale qui fait l'agression et qui va faire l'oligurie. Il y a plein d'autres facteurs qui sont listés ici, je passe rapidement. Les mécanismes d'agression rénale, comme je le disais, c'est pas que la pression de perfusion, mais il y a le débit de perfusion, et puis il y a les facteurs inflammatoires avec la colonisation du rein par des cellules inflammatoires, qu'on peut d'ailleurs observer au cours des mécanismes d'ischémie-reperfusion, et puis il y a des phénomènes microcirculatoires complexes, et qui touchent non seulement la microcirculation, mais aussi la micro-oxygénation, et puis il y a un facteur qui avait été délaissé pendant longtemps, qui est la pression veineuse rénale, qui joue certainement un rôle extrêmement important. Alors finalement, quand on pense que l'oligurie est un phénomène adaptatif rénal, finalement on va plutôt regarder la cause, ce qui se passe chez notre malade, traiter la cause, ajuster l'hydratation, voir s'il s'agit d'un malade avec une insuffisance cardiaque, et sans doute ne pas imposer un traitement opposé à la mission d'épargne hydrosodée du rein qui serait complètement contre-productif. Deuxième possibilité, si cette oligurie est le témoin d'une agression rénale caractérisée, eh bien je vous suggère de passer à la question 2. La question 2 est, à ce moment-là, pourquoi vouloir traiter l'oligurie? J'ai imaginé un certain nombre de raisons qui nous feraient traiter cette oligurie. D'abord parce qu'elle témoigne d'un désordre hémodynamique, et puis on verra les autres facteurs les uns après les autres. Première chose, elle témoigne d'un désordre hémodynamique. Là, finalement, c'est pas la diurèse qu'on va traiter. Là, ce qu'on va traiter, c'est la prise en charge globale du malade. Donc ça, on va s'en débarrasser assez vite.
La deuxième chose, c'est l'oligurie. Voilà, ça nous embête parce que oligurie, insuffisance rénale, agression rénale. Donc voilà, l'idée là de traiter l'oligurie, c'est qu'on veut soit prévenir l'insuffisance rénale aiguë, soit améliorer le pronostic de l'insuffisance rénale aiguë en transformant une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique en une insuffisance rénale à diurèse conservée, ou éventuellement parce qu'on pense que ça va permettre d'éviter la dialyse. Les diurétiques n'ont pas d'effet sur la mortalité, 2 méta-analyses et plein d'études. Là, je mets une des dernières méta-analyses. Donc, pas d'effet en prévention de l'insuffisance rénale aiguë, pas d'effet en traitement de l'insuffisance rénale aiguë une fois qu'elle est installée, pas d'effet sur le recours à l'épuration extra-rénale, ni en prévention, ni en traitement. Alors après, il y a d'autres arguments. Évidemment, des fois, l'oligurie s'accompagne de surcharge volémique et il existe des signes respiratoires. Alors, soit il existe des signes respiratoires hypoxémiques, et puis, des fois, on dit « ouais, mais le malade, il est plein d'édème, et donc, il faut l'aider en lui donnant des diurétiques, en lui aidant à pisser ses édèmes, parce que comme ça, on va arriver mieux à le sevrer du ventilateur. » Dans la case 2, il n'y a pas forcément d'hypoxémie. Alors dans la case 1, c'est fastoche, quoi. Dans la case 1, il y a un édème pulmonaire, le malade est oligurique. Là, clairement, il y a une indication d'utiliser des diurétiques ou d'autres thérapeutiques. Mais il faut traiter l'édème pulmonaire et les diurétiques sont quand même, dans cette situation-là, un bon moyen de le faire. Par contre, quand il n'y a pas de mauvaise tolérance respiratoire, pas d'édème pulmonaire, la surcharge volémique ne gêne pas le sevrage respiratoire, ou en tout cas, il n'y a aucune donnée qui permet de dire que la persistance d'édème, même si on est bien conscient que le problème du malade n'est pas complètement réglé, mais en tout cas, il n'y a aucune étude qui permet de dire que la persistance d'édème, même important, va gêner le sevrage respiratoire. Après, ça peut être aussi pour réduire cette surcharge volémique qui nous ennuie beaucoup chez un certain nombre de nos patients. Et là, il faut reconnaître que le lien entre oligurie, balance hydrique positive et mortalité, il est fait dans plein d'études et il y a plein de travaux qui sont sortis ces dernières années. Je cite un des premiers à être sorti à faire ressurgir ce problème, mais il y en a beaucoup depuis. Là, c'est des malades qui sont pas oliguriques, là, c'est des malades qui sont oliguriques, là, c'est la balance hydrosodée, elle est plus importante chez les malades oliguriques, et puis la mortalité est plus élevée, quel que soit le moment où on regarde cette mortalité chez le malade oligurique en surcharge hydrosodée. Alors, est-ce qu'il y a eu des essais dans cette situation clinique particulière pour dire que les diurétiques pouvaient améliorer les choses? Il y en a peut-être un, en tout cas il n'y a pas beaucoup, qui est celui-ci, qui est une étude ancillaire de l'étude qui avait testé remplissage libéral versus remplissage restreint. Et dans cette étude, publiée en New England en 2006, ils ont extrait 306 malades en agression rénale aiguë avec un score de 1. Il y en avait 37 dans le groupe libéral et il y en avait plus dans le groupe restreint. 137 dans le groupe libéral versus 169 dans le groupe restreint. Et quand on regarde ici le bilan hydrosodé, on voit bien la différence qu'il y a entre les deux groupes. Donc la zone ici grise, c'est libéral, la zone ici pas grise, c'est restrictive. Et puis on voit de l'autre côté que les doses de diurétiques ont été plus importantes données dans le groupe qui a une politique restrictive que dans le groupe qui a une politique libérale pour arriver sans doute à l'objectif qui avait été fixé. Et si on regarde ce qui se passe ici, la surcharge volémique est associée à la mortalité à J60. La dose de diurétique utilisée semble avoir un effet protecteur sur la mortalité, mais ça devient non significatif après ajustement avec la balance hydrique. Donc peut-être une petite piste ici, mais elle n'est pas très forte et je n'ai pas trouvé d'autres études sur le sujet pour l'instant. Dernière façon, c'est que justement, comme la surcharge hydrosodée, ça a l'air d'être pas très bon pour nos malades, peut-être qu'il faudrait éviter la prise de poids, et une façon d'éviter la prise de poids, ce serait de donner à un moment donné des diurétiques. Là, il n'y a pas de réponse, mais des éléments de réflexion. Quel est le traitement prioritaire chez ces malades? Quelle est la meilleure façon de restreindre cette surcharge hydrosodée dont on sait maintenant qu'elle est négative? Alors, il y a sûrement une phase obligatoire de remplissage vasculaire, et puis il y a peut-être
peut-être une phase où on a été un peu excessif dans d'autres remplissages, et il faut réfléchir à quel traitement est prioritaire. Est-ce que c'est le remplissage ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il ne faut pas bien distinguer la phase précoce et puis la phase secondaire, et puis sans doute mettre en place des stratégies de limitation du remplissage, et que peut-être les indices dont on nous a beaucoup parlé comme objectif nous ont un peu biaisé le raisonnement, et qu'il faut faire attention à ne pas traiter des chiffres mais à traiter des malades. La question 3, c'est quels sont les effets secondaires délétères des traitements proposés. Alors, je ne vais pas parler des vasoconstricteurs, mais du remplissage et du diurétique. Les limites du remplissage. Alors, je ne parle pas des molécules du remplissage, mais quand on fait du remplissage, il faut savoir que l'augmentation du flux sanguin rénal peut être sans effet sur la micro-oxygénation rénale. Et donc, des fois, le remplissage, ça ne marche pas forcément pour avoir un retentissement sur la diurèse, même chez un malade éventuellement qui reste hypovolémique. Deuxièmement, un excès d'apport peut altérer l'oxygénation cellulaire à cause de l'effet de dilution à l'intérieur du parenchyme rénal. Et puis troisièmement, cette élévation de la pression veineuse est susceptible de diminuer de façon importante la perfusion rénale. Et là, je vous montre l'étude justement de Mathieu Legrand, qui a repris des données de 137 malades en choc septique qui ont été explorés, monitorés avec du débit cardiaque, de la SCVO2, de la pression artérielle systolique moyenne diastolique et de la pression veineuse centrale. Et puis dans ce collectif, on regarde ceux qui n'ont pas d'acute renal injury et ceux qui ont une acute renal injury. On a à peu près le même chiffre de chaque côté, ça tombe bien. Eh bien, on s'aperçoit que la pression artérielle moyenne, ce n'est pas un facteur qui permet de différencier les deux. Et par contre, la pression veineuse centrale est très différemment significative dans le groupe qui est exposé à faire une atteinte rénale aiguë. Donc, attention à la pression veineuse. Les limites des diurétiques, je vais très vite, ils sont bien connus. Alors, peut-être je m'attarde un tout petit peu sur les effets hémodynamiques aigus, parce que des fois, si on veut voir si notre malade il répond au diurétique, on fait un bolus, alors on est hyper content, il se met à pisser rapidement, et puis après ça s'arrête. Et donc il faut savoir qu'à ce moment-là, certes l'effet du diurétique, très souvent on l'a, mais ceci peut se faire au détriment de l'altération hémodynamique intrarénale qu'on va payer par la suite, puisque ça aussi, je suis sûr, vous l'avez tous observé, ça marche une fois, ça marche deux fois, puis après terminé, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait avec le diurétique? Eh bien, on a aggravé notre malade en créant des lésions hémodynamiques intrarénales avec ces épisodes d'hypovolémie liés au bolus de diurétique. Donc, il ne faut pas utiliser le diurétique en bolus, sauf en cas d'édème pulmonaire. Complications métaboliques, hypocalémie et complications qui sont bien reprises dans les méta-analyses, c'est l'autotoxicité qu'on a tendance un peu à oublier quand on utilise des fortes doses et quand on utilise des bolus, surtout chez malades en insuffisance rénale, c'est autotoxique. En conclusion, je dois dire que l'oligurie supérieure à 12 heures, c'est un vrai marqueur de gravité. Les mécanismes conduisant à l'oligurie ne sont pas limités à la baisse de la pression de perfusion. L'objectif n'est certainement pas de relancer la diurèse, mais de permettre au rein de reprendre ses fonctions. Il faut éviter les traitements aggravants, et notamment le remplissage excessif. Il n'y a pas d'études démontrant l'efficacité des diurétiques en dehors des situations avec édème pulmonaire. Et si je ne vous ai pas complètement convaincu, je finis par cette étude, qui est l'étude cas contrôle, qui a comparé la diurèse des médecins réanimateurs, ou en tout cas des réanimateurs de garde, avec ceux des malades qu'ils avaient en charge. Et on voit que parmi ces malades, les périodes sont les périodes de 24 heures, eh bien, la diurèse des réanimateurs était inférieure à celle de leurs patients. 22% des internes sont rifle R et il y en a 1% qui est rifle I. Je vous remercie de votre attention.